c'est le Culture Mag, un nouveau numéro du Culture Mag avec un sommaire aujourd'hui dédié plus particulièrement à la pub et aux arts visuels. Avec une question, les réclames ont-elles une identité religieuse, ethnique? Les pubs ont-elles une religion juive, chrétienne ou musulmane? Une américaine, maître de conférence, vient de se pencher sur la question. Elle publie un drôle de livre, Jewish Mad Men, c'est le titre en anglais. On pourrait traduire ça par les juifs et la pub. Nous la recevrons. Dans ce journal également, les arts au service du social. En Israël, à Tel Aviv, la gare d'autobus sert de plateforme à des expériences théâtrales. C'est l'un des endroits les plus mal famés de la ville. Une pièce de théâtre vient pourtant de s'y jouer et a remis un peu d'humanité dans ce lieu délétère. Et puis, art social encore, en Floride cette fois. La petite ville d'Opaluca est en passe d'être sauvée par la peinture. Sorte de mirage en stuc, cette agglomération à l'architecture bizarrement orientale croule sous les problèmes de chômage, de violence et de déshérence. Opaluca va peut-être revivre. Merci d'être avec nous. Art et social, donc. Les gares routières sont quelquefois des endroits glauques. Celle de Tel Aviv n'échappe pas à la règle. Située au sud de la ville, c'est probablement la partie sombre de la ville blanche. On y prend des bus, des taxis collectifs, dans une gare immeuble sans âme de 7 étages, envahie par les supermarchés cheap, les galeries petits prix, les fast-foods indigènes. C'est pourtant là que la compagnie Mistorim a décidé de montrer sa dernière création. Reportage, David Bomba. C'est un monstre architectural, sûrement le lieu le plus mal famé de Tel Aviv. La gare routière centrale de Tel Aviv, un mastodonte de 7 étages, parfait pour servir de décor à la nouvelle production de la compagnie théâtrale Mistorim, Seven. Jamais je n'aurais pensé qu'il y aurait de tels endroits. La moitié de la gare routière est abandonnée. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne savais pas à quelle pièce m'attendre. Ça nous a conduits vers des endroits incroyables. Ça commence tout en haut. C'est au 7e et dernier étage que se rassemble une poignée de spectateurs, jeunes et moins jeunes. Ce qui ressemble à une visite guidée de graffiti urbain prend bien vite une toute autre forme. Pas de scène, pas de rideau et pas de rangée de fauteuils. La pièce est ambulante, le public invité à déambuler aux côtés des comédiens. Nous tendons à créer des spectacles qui laissent au public la possibilité de décider de ce qu'il vient de se passer. Une grande partie de la programmation est de laisser les choses se dérouler lorsque le public arrive. Seven, une pièce de théâtre créée spécifiquement pour le lieu où la représentation est donnée. Seven pour les 7 étages que compte cette gare routière, en grande partie abandonnée. Mais les interprétations et les inspirations sont multiples. On a commencé par s'inspirer des 7 étages de la gare routière centrale, du bâtiment. Et puis on a pensé à d'autres multiples de 7, dans la comédie divine de Dante, les 7 cieux dans le Talmud, qui sont aussi abordés dans le Zohar, mais aussi les 7 péchés capitaux dans le catholicisme. De nombreux commerçants et employés de la gare qui nous connaissent déjà sont habitués. Ils viennent nous voir et collaborent même avec nous. Le salon de coiffure nous autorise à nous cacher, à rentrer et à ressortir notre matériel. Le vendeur de chaussures déplace son stand pour que le comédien puisse surprendre le public. Au fur et à mesure que la pièce se poursuit, le groupe descend les étages, un par un. La lumière faiblit, les odeurs d'urine s'amplifient. Côté narratif, le ton est plus dramatique, quasiment glauque. Nous voici dans les entrailles de la gare. Au rez-de-chaussée, dans ce cinéma délabré, le temps semble s'être figé. Pourtant, outre la valeur artistique de cette création, cet itinéraire théâtral soulève des questions bien actuelles. Nous espérons qu'une partie de cette création créera un semblant de changement, au moins en ce qui concerne la tendance des gens à ignorer, à réprimer et à ne pas vouloir s'accommoder avec la réalité que cet endroit reflète. Prostitution, drogue, pauvreté, la gare routière est comme un corps décharné, vieillissant, délaissé, ramassant toute la misère du monde.
Les portes de l'enfer semblent grandes ouvertes. Et de Tel Aviv, nous partons maintenant en Floride, pas très loin de Miami, dans la petite ville d'Opaloka. Une bizarrerie orientale très toc. La violence cède le pas là-bas aux arts. Le récit, Sandy Fortis. Dômes, minarets, murs en pierres anciennes. Bienvenue à Opaloka. Petit village en plein cœur du Moyen-Orient ? Pas du tout. Cette petite ville se trouve à quelques kilomètres de Miami, en Floride. Un décor inspiré des contes des Mille et une nuits, conçu par des promoteurs immobiliers dans les années 20. Dans les années 20, il y a eu un boom de l'immobilier dans le sud de la Floride et les promoteurs voulaient faire de l'argent très vite. L'un des moyens de se différencier du reste, c'était le style architectural. Imaginez tel un oasis paisible à quelques minutes de Miami Beach, Opaloka est loin d'être un havre de paix. Chômage, criminalité, la ville de 12 km² et ses quelques 15 000 habitants semblent avoir été délaissés. Ici, il n'y a rien, il n'y a que des bars et des églises. Il nous faut plus d'emplois et un centre pour les jeunes pour qu'ils puissent faire des choses constructives, au lieu de finir en prison ou de se faire tirer dessus. Et c'est justement l'objectif de plusieurs associations américaines. La Miami Foundation vient de donner $20 000 à la ville pour créer un centre de fitness en plein air et surtout ouvert à tous. Un jardin municipal et une aire de pique-nique sont aussi prévus. Aidée par les autorités locales, une autre association souhaite quant à elle transformer cette ville au style oriental en centre artistique. Premier artiste attiré par cette initiative, Jermaine Barnes a quitté Los Angeles il y a 2 ans pour ouvrir à Opaloka son propre studio de design et d'architecture. Quand je suis arrivé, personne ne croyait que j'étais ici pour vraiment changer les choses. Personne ne croyait que j'allais essayer de rendre leur quotidien un peu plus facile. Et surtout, personne ne me croyait quand je disais que j'allais vraiment m'installer et vivre dans le quartier. Peu à peu, la ville reprend de la couleur et même s'il faudra plus de quelques artistes pour résoudre tous les problèmes d'Opaloka, on y ressent déjà un nouvel espoir. Dans quelques instants, nous parlerons pub et nous verrons si les publicités ont une religion. Mais pour leur musique, le highlight du jour est signé Sandy Fortis. 16 jours, 380 concerts et une centaine d'artistes, le festival de jazz de Montreux est lancé. Au programme, Lenny Kravitz, Lionel Richie, Sam Smith, Asaf Avidan, Zaz et de nombreuses autres stars, mais aussi un duo très attendu, Lady Gaga et Tony Bennett, un concert dont les places ont été vendues en à peine 7 minutes. Chaque année, la Riviera vaudoise est envahie lors de cet événement qui engendre entre 50 et 60 millions de francs suisses à la région. Pour cette 49e édition, les organisateurs de ce festival, créé en 1967 par Claude Nobs, espèrent dépasser le record des 250 000 visiteurs atteint en 2013. Et avec pas moins de 250 concerts gratuits cette année, le défi a des chances d'être relevé. Un focus publicité maintenant avec notre invitée, l'américaine Kerry Steinberg, qui est venue tout droit de son école, collège art et design. Bonjour Kerry Steinberg, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chargée de conférences dans votre collège et vous sortez un livre qui, à mon avis, aurait pas du mal, mais qui ferait vraiment du bruit en France. Mais vous le sortez en anglais aux États-Unis. Un livre qui s'appelle Jewish Mad Men. Vous cherchez les traces juives dans les publicités américaine. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête pour faire ce livre? Eh bien, je voulais raconter l'histoire des Juifs américains dans la publicité. On sait tous que la publicité est un moyen de communication très important et surtout très influent. Et jusqu'ici, personne n'avait parlé du fait que la publicité a façonné l'expérience juive américaine. L'histoire de la vie juive américaine a été racontée de différentes façons, dans des films, à la télévision, au théâtre, en littérature, mais personne ne l'avait fait à travers la publicité.
Alors, je souris comme ça parce qu'en vous entendant parler, on a vraiment l'impression de se dire que les Juifs sont partout, même dans la publicité. Comment, et c'est très communautariste à l'américaine, comment, Kerry, vous avez fait la différence entre les clichés, les modes de vie et comment vous avez pu séparer tout ça? Le livre prend comme point de départ le fait que les Juifs aient été acceptés, intégrés dans la société américaine. J'étais intéressée de savoir comment la publicité a aidé à faire sortir les Juifs des ghettos, connaître son rôle dans l'assimilation des Juifs dans la société américaine. Ça n'a rien de raciste ni d'antisémite aux États-Unis de retracer l'histoire de certaines communautés. Même si elle est faible en nombre, la communauté juive a une grande influence aux États-Unis. Alors, donc, dans Jewish Mad Men, c'est le titre de votre livre, donc vous faites le tour de 100 ans de publicité juive. Qu'est-ce que c'est une pub juive? Parce que pendant que vous parlez, on voit quelques images, il y a parfois des mots qui sont en hébreu, d'autres qui sont en anglais. C'est quoi une publicité juive? C'est une question intéressante. Qu'est-ce que la publicité juive? La réponse la plus simple serait que la publicité juive est la pub dont la cible est la communauté juive. Mais effectivement, c'est un peu plus complexe. Ça peut être des publicités faites par des juifs pour des juifs, mais aussi par des non-juifs pour des juifs. Et puis la publicité juive dépend aussi du lieu de publication. Si les pubs apparaissent dans des journaux, des magazines de la communauté, elles sont aussi considérées comme des publicités juives. Alors, on va rester dans cet esprit communautariste américain. On va dire que les Juifs sont partout aux États-Unis. Il y a eu un âge d'or à Hollywood pour les Juifs. Il y a eu un âge d'or pour les Juifs à Broadway. Est-ce que, Kerry Steinberg, il y a eu un âge d'or pour les Juifs dans la publicité? En fait, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y a un âge d'or de la publicité juive, pour la simple et bonne raison qu'à l'origine, la publicité était une industrie antisémite. Donc si les Juifs travaillaient dans des grandes agences publicitaires aux États-Unis, ils travaillaient derrière les projecteurs. Ce n'étaient pas des cadres ni des clients qu'on invitait dans les grands restaurants, parce qu'être associé à des Juifs pouvait avoir de lourdes conséquences pour l'image de la marque. Les Juifs n'étaient pas exposés, donc je ne pense pas qu'on puisse parler d'âge d'or de la publicité juive. Et ma dernière question, où est l'humour dans tout ça? Parce que ce qu'on voit, alors on n'a pas scanné tout votre livre bien évidemment, mais ce qu'on voit comme extrait de publicité, ça a l'air très sérieux. Où est l'humour juif américain? En fait, je ne pense pas que la pub d'El-Al avec l'hôtesse... Oui, celle qui est sur la couverture du livre. Je ne pense pas que ce soit une publicité sérieuse. Le texte dit « Peut-être n'avez-vous pas envie de voir un sourire peint sur le visage de l'hôtesse tout au long du vol de New York à Tel Aviv. Chez El-Al, nos moteurs démarrent au quart de tour, pas nos hôtesses. » Et on voit le sourire d'un clown. Ce n'est pas si sérieux. C'est pas l'exemple même de l'humour juif, un peu décalé, un peu tordu, non? Bon. Oui, vous avez raison, mais il y a des pubs avec de l'humour juif, ça dépend des publicités. Si vous regardez les pubs publiées dans des revues juives, vous en trouverez avec de l'humour juif, comme une de ces pubs sur les yaourts que vous avez montré qui dit « Riche, sain et cachère, c'est soit le gendre dont vous avez rêvé, soit c'est un yaourt Whitney ». C'est drôle pour un lecteur juif, mais pas forcément pour un non-juif. J'ajouterai aussi qu'avec la révolution créative qui a complètement bouleversé la publicité aux États-Unis dans les années 60, l'humour juif a trouvé sa voie et s'est implanté dans la publicité. Comme par exemple une campagne de pub pour le pain de seigle de la marque Libby qui disait « Pas besoin d'être juif pour aimer le vrai pain de seigle juif de Libye ». C'est sarcastique, c'est ironique et c'est très sophistiqué. Pour moi, c'est un bon exemple d'humour juif dans la publicité. Et on n'a pas vu ça avant les années 60. Donc il y a de l'humour. Écoutez, merci beaucoup, Kerry Steinberg. Merci beaucoup d'être venue. Peut-être que votre livre sera traduit en français. Merci. Thank you so much.
Voilà, c'était une interview qui a été enregistrée avant ce journal et le livre de Cary Steinberg est disponible sur Amazon. On va se quitter avec la disparition d'un des derniers grands producteurs du Golden Hollywood, Jerry Weintraub, 77 ans, patron un temps de la Warner Bros. Jerry Weintraub est mort à Santa Barbara d'une crise cardiaque. Il avait démarré comme manager notamment de Bob Dylan et de Frank Sinatra et puis il s'est tourné vers le cinéma. Il a entre autres financé la série des films Ocean 11. George Clooney lui a d'ailleurs rendu un vibrant hommage hier. Jerry Weintraub avait également produit les films Karate Kid. Souvenez-vous, film culte de la fin des années 80. On va donc se quitter sur cette scène mythique du dernier combat du premier Karate Kid. Voilà, à demain, même heure pour un nouveau journal. Juste après, vous aurez rendez-vous avec l'information. Merci.